OK, voilà. Alors, on m'a demandé de vous entretenir d'un sujet à propos de la fraude académique à l'ère du numérique. Alors, euh, sujet très vaste que le professeur Boubacar Kamara a largement développé. Je vais revenir juste sur quelques aspects pour un peu camper le sujet. Alors, pourquoi à l'ère du numérique? Ça vous dit tout simplement que c'est une fraude qui existait avant le numérique. On a eu plusieurs cas de fraude scientifique avant le numérique et des cas très célèbres. D'autres cas qui ont été découverts bien plus tard, hein, après leur commission, c'est-à-dire des cinquantaines d'années après. L'exemple le plus célèbre, je pense que c'est le vice-président d'une université, vice-président, je vous dis, hein, d'une université, qui a été rattrapé par la fraude scientifique concernant sa thèse. Et il a été découvert 50 ans plus tard. C'est arrivé récemment également un éminent penseur qui était, je pense, dans la banque et qui a évolué dans les hautes sphères de décision, la Banque mondiale, le FMI, etc. Donc pourquoi le numérique? Parce que justement, c'est une source majeure d'information. Le numérique, disons, permet d'accéder plus facilement à l'information. Comme le professeur Sambou vient de le dire également, c'est quelque chose qui démocratise, donc qui permet à tout le monde, comme l'imprimerie l'a été à un moment donné. Je reviendrai sur ces aspects liés à la technologie. Et le fait que ça soit numérique, ça élargit le champ, ça élargit les moyens de diffusion, ça élargit également le public et donc ça crée des enjeux. Ça crée des enjeux. Ces enjeux vont également pousser des penseurs à fréquenter ces zones grises-là. On les appelle zones grises dans le langage pour dire que voilà, les gens sont parfois tentés de, de faire ces jeux-là pour arriver à leur fin. Alors, je vous liste juste quelques cas de fraude où au Japon, où d'anciens hauts fonctionnaires du gouvernement ont démissionné à la suite de révélations selon lesquelles ils avaient obtenu illégalement des postes universitaires. Et ça s'est produit après leur retraite. Au Kenya, donc on essaie de diversifier un peu les zones géographiques. Au Kenya, des mesures énergiques ont été prises pour éliminer la triche généralisée. Donc, il n'y a pas qu'au Kenya que ça se produit. En Colombie, des enquêtes sont en cours sur la fraude aux examens d'admission. Vous avez vu qu'en Chine, par exemple, lorsqu'on fait les examens, puisqu'ils sont un peu nombreux, c'est les drones qui surveillent. Ils sont parqués dans des stades et c'est les drones qui surveillent. Et aujourd'hui, les moyens techniques maintenant permettent de surveiller un peu plus techniquement les étudiants par les technologies modernes qui observent les pupilles, surtout quand vous faites un examen devant un ordinateur. Il suffit que votre pupille se dilate ou qu'on observe que votre regard bouge de l'écran pour qu'il y ait une alarme qui informe que vous êtes peut-être en train de regarder ailleurs que ce que vous devez regarder. En Malaisie, un registre national des titulaires de doctorat a été ouvert pour mettre fin à la production et l'usage de titres universitaires frauduleux. On le verra plus tard qu'il existe maintenant d'autres moyens hein, qui sont mis en œuvre pour toujours contourner les règles. Et le cinquième exemple, c'est le Pakistan. Ces données-là proviennent de l'Institut international d'études en planification, qui est un démembrement de l'UNESCO. Alors, je vous fais observer juste une image ici.
et ensuite je pose une question. Qu'est-ce que vous voyez derrière cette image-là? Si elle est bien, si elle est bien visible. On voit ici l'image d'un prophète, hmm, connu de tous, hein, le faiseur de miracles, Moïse. Alors, que nous montre Moïse? J'essaie d'instaurer ici un débat en tant que pédagogue pour qu'on puisse voilà, échanger un peu. Moïse nous montre une tablette. Est-ce que Moïse nous montre une tablette ou Moïse nous montre ce qui est sur la tablette? That is the question. En réalité, ici, il y a deux éléments qui s'affrontent, qui ne s'affrontent même pas, mais qui sont interconnectés, qui sont liés. La tablette qui est le support et la science qui est sur la tablette. La tablette qui est la technologie et la science qui est la connaissance inscrite sur la tablette. C'est une tablette de pierre. Alors, ça nous amène à nous poser un certain nombre de questions que nous allons examiner tout de suite, surtout concernant les frontières de la science. Où s'arrête la frontière de la science? Ça revient à la question qu'on s'est posée tout à l'heure concernant les paradoxes observés. La science qui est déclamée comme étant universelle, mais aussi on nous dit qu'il faut s'arrêter là, 20%, le CAMES nous dit 20%, comme si on devait ignorer ce qui était là, qui ont construit, et à partir desquels nous devons nous déconstruire et reconstruire. C'est un véritable problème. La question de la science est une question de frontière, et je mets S à frontière, comme vous le voyez ici. C'est une question de frontière. La science aujourd'hui, dans tel domaine, s'arrête là. Ceux qui viennent observent cette frontière pour la pousser un peu plus loin. C'est exactement comme ça que fonctionne la science. Maintenant, comment en sommes-nous arrivés au stade où la tablette que tient Moïse devrait se substituer à la science que prône Moïse? Et c'est les enjeux que nous posons aujourd'hui. Parce que nous en sommes arrivés à un moment où, quand on parle de l'ère du numérique, le numérique en est arrivé à un stade où certains voudraient le substituer à la science, alors que ce n'est qu'un outil. Un outil d'assistance, tout simplement. Comme l'a été et l'est toujours le stylo ou d'autres supports sur lesquels on a travaillé quand on était un peu plus jeune. Alors, ça nous ouvre. Ah, il y a quelques gribouillis là qui se sont. Je pense que j'ai activé peut-être mon stylo sans faire attention. J'ai mis beaucoup d'images dans ma présentation. Qu'est-ce que vous voyez ici derrière, sur cette image-là? Disons que si on fait un petit cours sur l'histoire de la science ou l'histoire de la technologie, on s'aperçoit que tout part, bon, certains ont démarré un peu plus tard, mais quelqu'un comme Sattler, un penseur américain, nous dit que ça a démarré depuis les pictogrammes dans les grottes des premiers hommes. Ça, c'est les cours que je fais avec mes étudiants en première année, quand je fais l'histoire de la technologie éducative. Depuis les pictogrammes. Alors, ça, c'est une petite histoire qu'on va essayer peut-être de vous conter. Euh, Ça commence par des hommes qui vivaient de manière très rudimentaire et qui ont senti le besoin quand même de fixer ce qu'ils connaissent sur quelque chose. Le début de la connaissance. Le début de l'histoire. On doit fixer ce que nous connaissons. Et ça se fait sur les murs des grottes. Des pictogrammes. On dessine la manière dont on vit. On dessine la pêche, on dessine les activités de chasse, on dessine. Il n'y avait pas encore l'écriture.
Mais alors, de fil en aiguille, ce qui se passe, c'est que un jour, il va falloir se déplacer compte tenu des rigueurs climatiques. Ben, il faut bouger, mais il faut faire bouger aussi cette connaissance, ce savoir qu'on a laissé ici. Ah, il faut peut-être couper la pierre pour pouvoir se mobiliser avec la connaissance. On se mobilise avec la connaissance, on se rend compte que c'est très lourd de porter des pierres parce que la connaissance grandit. Chaque fois qu'on affronte des situations, la connaissance évolue, grandit. Et on ne peut pas stocker des pierres et des pierres. Il va falloir penser à un autre support beaucoup plus léger. Ça ça évolue jusqu'à la feuille d'arbre, jusqu'à la peau en cuir, jusqu'à la feuille de papier, jusqu'à jusqu'à ce petit objet qu'on appelle le téléphone. Maintenant, la grande innovation ou le grand changement qui se produit avec ces objets-là, qu'on appelle les objets du numérique, c'est qu'ils concentrent en eux tout un tas d'autres objets. Un stylo, il sert à écrire. On utilise un cahier pour écrire dessus. Un livre, on lit avec. Une image, on le met sur un support. Une vidéo, on suit quelque part. Avec ces outils, on a tout dedans. Tout est à l'intérieur, tout en un. Alors, cette révolution va pousser petit à petit les hommes à avoir plus d'appétit. Et on le verra peut-être tout à l'heure. En éducation, nous nous disons que ces outils ont un potentiel cognitif. Vous voyez, ça nous introduit progressivement vers ce que j'appelle les intrusions. Les intrusions, c'est quand euh, des objets vont au-delà de ce pourquoi on les a créés. On a utilisé des supports pour mettre de la connaissance. Ces supports s'instruisent, disons, pénètrent petit à petit notre quotidien jusqu'à être des supports incontournables. Aujourd'hui, le téléphone, avec ce que disait M. Sambou tout à l'heure, pour dire que c'est très difficile de s'en départir. C'est très difficile de ne pas répondre à l'appel d'un téléphone. Et c'est exactement le cas pour les autres, pour d'autres objets numériques. Alors, là, le deuxième point que j'aborde, c'est de la mécanique au numérique, toujours sur le sujet des intrusions. Vous voyez ici l'imprimerie, une grande révolution scientifique qui a permis une grande démocratisation du savoir, qui a même produit des cassures dans certaines religions, parce que elle a rendu le texte accessible. OK? De la mécanique, nous sommes arrivés au numérique, et le numérique prend de plus en plus d'ampleur. Et aujourd'hui, nous en arrivons à ça. Euh, Jean-Marie va peut-être aimer l'image. Oh, excusez-moi. Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez la représentation normalement d'un cerveau. C'est un cerveau. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, ce cerveau? Qu'est-ce qu'on voit dessus? Voilà, c'est des circuits. C'est des circuits de neurones, en fait. Et ça va toucher le sujet que Jean-Marie va développer tout à l'heure, l'intelligence artificielle. Quand je parlais d'intrusion tout à l'heure, c'est exactement ça, le sujet que je voulais aborder. En fait, l'intelligence artificielle est conçue sur la base de réseaux neuronaux. Ça fonctionne exactement comme fonctionne le cerveau humain. Oui. Donc, c'est des intrusions qui progressivement se font jusqu'à ce que ces supports-là soient des substituts, alors qu'ils devaient être que des attributs. Des attributs. Le professeur Camara en a parlé tout à l'heure. C'est des attributs, c'est des extensions de notre être.
tout comme la béquille pour le handicapé. C'est des extensions, c'est des outils d'assistance. La question maintenant qui se pose maintenant, aujourd'hui, c'est que nous les utilisons au quotidien pour faire ce que nous devons faire et même penser à notre place. Et là, c'est le grand point d'interrogation. Est-ce que ces outils-là peuvent penser à notre place? Puisque nous avons pensé jusqu'à les produire. Si on permet à ces outils ou si on observe ces outils se substituer au savoir, ben, c'est la mort proclamée de la science. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à ça? Le professeur Camara l'a abordé tout à l'heure dans son speech. Il a parlé de la course effrénée. Euh, Aujourd'hui, nous avons plusieurs goulots d'étranglement qui font que la science est très difficile à gérer. Parce que il y a de gros lobbies qui l'ont intégré. Ça, vous l'avez vu durant la période du Covid. Et l'expression qui le caractérise le plus, c'est qui paye commande. Qui paye commande. Durant le Covid, nous avons vu de grosses revues très cotées qui ont été attaquées pour avoir publié des articles dont le fond était complètement faux. Parce qu'il fallait justement pousser les gens à accepter, par exemple, un vaccin ou accepter un traitement. Les lobbies pharmaceutiques se sont mis dedans et il y a eu beaucoup d'argent injecté. Et on a commencé à voir qu'il y avait beaucoup de conflits d'intérêts dans certaines publications et même dans certains cercles d'évaluation. Celui qui doit évaluer l'article, il fait partie du même lobby que celui qui a rédigé l'article. Et ça pose problème. On a un autre problème, c'est publier ou périr, ou alors publier et périr. Parce que euh, la connaissance est aujourd'hui une économie. D'où l'expression l'économie de la connaissance. Alors, publier ou périr, publier et périr. Quand on publie ou périr, c'est dans le sens où on est dans les règles. On est dans le droit, on publie, on essaie d'avancer. Mais quand on est dans ces zones grises-là et qu'on se fait choper, là, forcément, on va périr. D'un côté, on publie pour survivre à la frénésie ou à, disons, à ce qui caractérise le milieu universitaire. Il faut publier, il faut avancer. Si vous ne le faites pas, vous n'avancez pas. Ou alors vous publiez, vous êtes pris dans cette frénésie, et alors vous entrez dans ces zones grises, on vous chope, vous périssez. Ça, c'est le deuxième problème. L'autre problème qui concerne les étudiants, enfin, je ne vous considère même pas comme des étudiants, vous êtes des chercheurs, même si c'est en herbe. Ça va grandir un jour. Euh, Moi, j'ai une critique que j'adresse souvent à l'institution, c'est qu'on ne fait pas des moments de soutenance, des moments qui consacrent l'étudiant. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'on leur met une pression supplémentaire. Ailleurs, en Amérique du Nord, le moment de la soutenance, c'est un moment de consécration pour l'étudiant. Et il sait, par A ou par B, que ce moment lui est dévolu parce qu'il passe. Pourquoi il sait qu'il passe? Parce qu'il a déjà subi le circuit d'évaluation en amont. En Amérique du Nord, vous soutenez votre thèse 3 fois.
Au Canada, par exemple. Vous soutenez votre thèse 3 fois. Vous la soutenez une première fois d'une manière rétrospective où on évalue la partie qui concerne la problématique, etc. La partie prospective, c'est quand vous soutenez la méthodologie et qu'on vous dit que c'est validé, etc. Ensuite, vous allez sur le terrain, vous êtes votre travail, vous rédigez, le comité de lecture, le jury lit, tout le monde lit, vous soutenez encore une fois. Ensuite, vous êtes évalué. C'est à l'issue de cette évaluation où les 4 membres du jury disent que c'est bon que vous venez soutenir. Donc, qu'est-ce que vous venez faire là-bas? Juste montrer que, voilà, c'est un moment de consécration. Et moi, j'aimerais bien que nos institutions, quand même, adoptent ces postures pour que nos étudiants aient des moments qui les consacrent. J'ai souvent été ahuri, peut-être que j'ai pas soutenu ma thèse ici, mais de voir les jours de thèse où des collègues sont là à dire, il y a un point qui manque ici. C'est-à-dire, on est là à cuisiner l'étudiant jusqu'à ce qu'il pense que il va échouer le jour de sa thèse. On est en train de lui dire, là, c'est pas bon, là, c'est pas bon, là, c'est pas, il y a une virgule, la méthodologie est mal présentée, etc., etc. Il est, et cette pression-là, il ne la vit pas a posteriori, il la vit a priori au moment même de prendre la thèse, de prendre son sujet. Le premier jour où il assiste à une soutenance, il se dira, hey, c'est ça que je vais devoir affronter. Moi, je pense qu'il faut qu'on change cette posture-là et qu'on fasse des moments de soutenance, aussi bien pour le mémoire, parce que le master, c'est un diplôme de 3e cycle, ce que beaucoup de gens oublient. C'est pas un diplôme de 2e cycle. Que ces moments-là soient des moments qui consacrent l'étudiant, ça va alléger la pression et ça évitera peut-être d'entrer dans ces zones grises-là. Oui, merci beaucoup. Euh, je vais peut-être passer rapidement sur la question de la fraude qui nous réunit ici. Euh, Pourquoi le numérique par rapport à la fraude? Parce que le numérique sophistique la fraude et la rend presque indétectable. C'est le véritable problème que nous avons aujourd'hui. Parce que elle peut se résumer la fraude à trois lettres. La falsification, la fabrication, la falsification et le plagiat. 2F1P. La fabrication, M. Camara en a parlé tout à l'heure avec le cas d'Alain Sokal, qui a fait exprès d'écrire un livre plein de mauvaises choses, de fausses informations, mais en citant tout juste de grands penseurs. Et le livre a été accepté. Il est revenu pour dire c'était un canular. Pour vous montrer juste comment parfois les choses peuvent être poreuses. La falsification, c'est quand vous pensez que vous devez arriver à tel résultat et vous êtes obligé de falsifier vos données pour arriver à ce résultat-là. C'est les hypothèses qui posent parfois problème aux étudiants quand ils disent que est-ce que je peux avoir ceci, est-ce que je peux avoir cela, et vont se forcer à avoir cela obligatoirement, alors qu'on vous demande de découvrir quelque chose. On vous demande juste de dire que ceci peut être vrai ou pas. Pourquoi vouloir coûte que coûte dire que c'est vrai? Alors que dire que c'est faux, c'est une découverte. C'est une découverte. La falsification des données est un autre élément de la fraude académique et ça peut être facilement facilité par les outils numériques. Le plagiat, maintenant, c'est un autre problème parce qu'il est devenu un peu plus délicat avec les outils de reformulation. Une intelligence artificielle peut vous construire un texte. Le même texte, vous pouvez le prendre, le soumettre à une autre intelligence artificielle qui va vous le reformuler, le resoumettre à une autre intelligence artificielle qui va le reformuler jusqu'à ce que ce texte-là soit indétectable, même par une intelligence artificielle. Oui. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, Monsieur Camara, c'est peut-être ça la réponse. À l'ère du numérique, voilà la question à laquelle nous sommes confrontés. La facilitation de la fraude par les outils numériques. Et je termine par ce dernier élément. Heureusement que nos étudiants, pour la plupart, hein, n'ont pas certains moyens, mais ailleurs, il est possible de payer
pour qu'on vous fasse votre thèse. Je vous donne pas le site pour que vous notiez la page, mais c'est un site qui s'appelle rédaction, euh, prorédaction.com. Vous payez, on vous écrit votre mémoire. Maintenant, selon le niveau, vous payez plus. Si vous voulez un mémoire de bas de gamme, comme les Chinois, en fait, il y a 3 niveaux. Hmm? 3 bas de gamme, vous payez $20. Middle game, milieu de gamme, vous payez $100, etc., etc. Donc, c'est crescendo. Et on en est là maintenant. On en est là. Tout c'est en ligne, en fait, le numérique. Vous payez en ligne avec votre carte. 2 semaines, 3 semaines, vous recevez votre thèse. Maintenant, vous pouvez avoir l'intelligence de la soumettre progressivement à votre directeur. Ne recopiez pas, s'il vous plaît. J'ai fermé cette fenêtre. Et professeur, je ne sais pas si j'ai encore 1 minute. 1 minute pour terminer. Juste pour juste, conclure hein, sur les réponses qu'il faudrait peut-être apporter à ça, à tout ça. Euh, je fais cours avec des étudiants de droit. J'en ai vu, j'en vois quelques-uns ici, les étudiants en sciences politiques. Le premier problème auquel je suis confronté, c'est que je leur demande avec quelles normes vous travaillez. Ils savent pas parfois. Parfois, ils me disent auteur date. Auteur date, il y a plusieurs normes qui font auteur date. Hein. Mais alors là, c'est pas leur problème à eux. Le problème, c'est nous. C'est-à-dire qu'à l'échelle de l'université, à l'échelle des départements et des UFR, nous n'avons pas de normes. On ne dit pas aux étudiants, il faut travailler selon la norme EPA, ou il faut travailler selon la norme de Chicago, ou il faut travailler selon la norme de. Ils ne le savent pas. Et je pense que quand même, à l'époque où nous sommes, c'est quand même pour une université comme Gaston Berger, c'est un problème qu'il faut corriger très rapidement. C'est une pierre lancée dans le jardin des écoles doctorales. Hmm? Euh, il faut aussi réadapter les méthodes d'évaluation. Et ça, je pense que le professeur en a parlé rapidement, quand même assez conséquemment. Et le dernier point, je pense que je vais sauter un peu tout ça, c'est informer et former aux méthodes et outils disponibles en matière de plagiat, etc., etc. Et se doter également de ces outils. Il m'est arrivé de recevoir, je vous explique la raison pour laquelle je n'encadre pas beaucoup d'étudiants, parce que moi j'ai un outil de plagiat. Je suis abonné à un outil de plagiat. Il est arrivé plusieurs fois que des étudiants m'envoient leurs travaux. Ils viennent me dire, très enthousiaste, monsieur, je veux que vous m'encadriez, etc. OK, on fait comme ça, on travaille comme ça, vous m'envoyez. La première chose que j'ai fait, je soumets le texte à l'outil de plagiat et je t'envoie le rapport. Ils disparaissent. Ils ne reviennent pas. Et souvent, voilà, c'est des rapports quand même qui sont extrêmement alarmants sur le niveau de plagiat. Parce qu'ils vous donnent tout et vous donnent les liens. Ils vous donnent les liens, ils vous donnent tout, toutes les informations sur le plagiat et même parfois des cas de reformulation. Des cas de reformulation. Donc, je pense que à l'heure où nous sommes, professeurs, il va falloir que nos écoles doctorales trouvent les moyens de se doter de ces outils de détection de plagiat. Je vous remercie. Yeah. Je constate pour le regretter que le temps file très vite, très vite. Si je dis à Marc qu'il a fait 30 minutes, il ne me croirait pas. Oui, exactement 30 minutes. Donc, hum, nous devrions prendre une pause café dans les 5 prochaines minutes. Jean-Marie Dembélé prendra la parole, voilà, après la pause. Donc, l'exposé du collègue Marmbodj est plein d'enseignements, puisqu'il nous rappelle euh, énormément de possibilités aujourd'hui qui sont créées par le numérique, qui se met au service des fraudeurs. Hein, qui se met au service des fraudeurs. Je crois que chacun d'entre nous ici, en tout cas autour de cette table, a été témoin d'un acte de fraude
dû à une utilisation inintelligente des TIC. Plusieurs fois, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai pris la main dans le sac des étudiants qui ont copié, qui ont puisé vraiment copieusement dans des mémoires d'autrui n'ont pas pu, ne les ont pas cités et ils se sont fait prendre en flagrant délit de plagiat. Donc, le numérique aujourd'hui euh, est dangereux. Le danger du numérique se retrouve surtout dans le fait qu'il vous rattrape. Il n'y a pas, comme le disent les juristes, il n'y a pas de délai de prescription pour une fraude au numérique. Hein, 50 ans plus tard, l'exemple qu'il a donné, vous pouvez être rattrapé par une fraude. On a vu en Allemagne comment un ministre, un premier ministre, je pense, a été poussé à la démission suite à la découverte justement de soupçons. Et même soupçons, c'est pas carrément fondé, des soupçons de fraude dans sa thèse de doctorat. Donc, attention au numérique, euh, pas de délai de prescription, donc euh, prenons garde. Euh, Ce qui me paraît intéressant à rappeler dans son exposé à la suite de ce que je viens de dire, c'est surtout le fait que le support qu'est le numérique est utilisé à mauvais escient, souvent. Pourquoi il est utilisé à mauvais escient? euh, Parce que on l'aborde avec un esprit un peu étriqué. Lorsqu'on se met à l'utilisation des outils numériques pour rédiger une thèse, un article, un mémoire, on est animé par ce sentiment d'insécurité. Il y a une forme d'insécurité qui nous anime parce que on se sent quelque part tenté par le copier-coller. Mais attention, euh, le danger va résider surtout dans le fait que ce support-là, quand il est utilisé, comme je l'ai dit, à mauvais escient, il peut inhiber, il peut inhiber les actes de fraude eux-mêmes. Les actes de fraude eux-mêmes sont inhibés du fait que tout ce que vous prenez à autrui et que vous introduisez dans votre propre texte s'adapte à votre propre texte parce que votre texte s'intègre dans une communauté de sciences. Et cette communauté de sciences-là, cette communauté de publication, de travaux, a un dénominateur commun, c'est une sorte d'harmonie, une sorte d'homogénéisation des pensées et des écritures. Quand vous empruntez à autrui et que vous l'ajoutez à votre texte, qui lui-même n'est pas une création sui generis de vous, cela crée justement cette fausse homogénéité du texte qui s'intègre justement dans une communauté de production scientifique. Euh, le danger également se trouve dans le fait que parfois on s'engage dans une recherche avec des résultats préconçus, conçus à l'avance. On se dit, au bout de cette thèse, au bout de ce mémoire, je devrais avoir tel résultat. Et tout le danger se trouve dans le fait que vous croyez que toutes vos hypothèses doivent être confirmées. Or, comme il le dit, une hypothèse infirmée est également une trouvaille. Une hypothèse infirmée est également une trouvaille. Et c'est d'ailleurs, moi, c'est ça qui me rassure le plus. Lorsqu'un chercheur arrive à des hypothèses à la fin de sa thèse, à constater que l'hypothèse principale, elle, n'est pas intégralement confirmée, mais que partiellement du fait qu'il y a des hypothèses opérationnelles qui n'ont pas été confirmées, pourquoi revenir dans le cadre méthodologique, reformuler des hypothèses, adapter des données, biaiser tout ça, toutes ces données-là et même la façon dont vous avez collecté des données juste parce que vous voulez obtenir un résultat conforme à votre hypothèse de départ. Ça, c'est une forme de fraude, justement. C'est une forme de fraude. Il faut laisser la science aller par elle-même. La démarche bachelardienne, elle a cette exigence qu'elle ne supporte pas les interférences qui ne relèvent pas de l'esprit critique, de l'esprit scientifique. Vous faites interférer dans la démarche scientifique votre propre idiosyncrasie, en fait. C'est ça, votre propre idiosyncrasie. Et cela détériore la qualité et l'objectivité du résultat auquel vous, vous parvenez. Donc, la falsification, les deux FP par lesquels il a terminé, justement, trouve
tout leur intérêt et toute leur importance dans ce que je viens de dire, hein. La falsification de données n'est pas seulement le propre des chercheurs, mais c'est le propre des gouvernants aussi, des politiques et de ceux qui dirigent le monde. Et on voit le danger que ça peut créer dans l'instabilité des esprits, hein, dans l'instabilité des esprits. Je ne parle pas de l'instabilité des sociétés, mais l'instabilité des esprits. Donc, sur ces propos, je vous invite à la pause café qui nous attend dehors pour 10 à 15 minutes tout au plus. Nous revenons dans cette salle avant 11h30 pour écouter l'exposé du professeur Jean-Marie Dembélé sur l'intelligence artificielle générative et la propriété intellectuelle, suite à laquelle présentation, nous donnerons la parole à nos deux discutants. Ensuite, je donnerai la parole à la salle pour poser des questions et faire des interventions. Merci beaucoup. On passe 16h, 11h30. Oui, oui, on va finir. Hein? Mais tu as déjà discuté, donc nous, on n'a rien à dire. Ah, si. Voilà. Les modérés, vous allez discuter. Voilà. Ni nga doon wax noonu. Phénomène bi nga doon décrit, hypothèse. Oui. J'appelle ça le sharking. Sharking, exactement. C'est ça. Sharking. Oui, on va t'arrêter. Ça va bien, ça va. Ah, moi, c'est pas le premier, mon président. Il y a un monsieur après, là, qui a pris de l'embonpoint. Comme ça. Voilà, c'est bon. Ah. Vai à l'immonde. Ça va.